L'Espagne traverse l'une de ses pires crises politiques depuis le retour à la démocratie après la mort du dictateur Franco en 1975. Les autorités catalanes ont organisé un référendum sur l'indépendance de la Catalogne dimanche 1er octobre, un scrutin illégal aux yeux de la justice espagnole et que le gouvernement de Madrid n'accepte pas, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette consultation a au risque qu'elle soulève en tout cas bien des questions. Pour en parler aujourd'hui, Christophe Barré, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes historien essayiste, auteur de Podemos pour une autre Europe, paru en 2015 aux éditions du Cerf. Alors Christophe Barré, pourquoi tout d'abord les Catalans veulent-ils leur indépendance, ou plutôt comment en est-on arrivé là? Alors, pourquoi veulent-ils? Effectivement, il y a un vieux sentiment national catalan. Comment en est-on arrivé là? Il y a la crise de 2008, il y a donc le jeu politique, les cartes du jeu politique qui ont été rebattues. Vous avez cité le titre de mon livre. Il y a de nouvelles forces qui sont apparues. Des forces anciennes aussi ont voulu un petit peu se recycler. C'est le cas de la droite catalane qui était prise dans des affaires de scandale, de corruption, qui s'est un petit peu recyclée, dont le parti le plus important a changé de nom et qui s'est allié avec une gauche indépendantiste donc pour gagner des élections qui les a portés au pouvoir, en tout cas au gouvernement catalan. Une crise donc en 2008 aussi en Espagne, bien sûr, qui fait que on a perdu un petit peu la confiance dans le système en Espagne, ce que j'appelle, enfin ce que d'autres appellent, et puis qui doit quand même attirer notre attention à le moment populiste, c'est-à-dire ce moment où les peuples ne se reconnaissent plus dans leurs élites. En Catalogne, c'est le nationalisme qui rafle la mise un petit peu. Chez nous, on a eu Macron, les Catalans, ils ont eu Puigdemont. Alors finalement, si on fait un petit peu Oui. d'histoire, Mhm. Christophe Barré, en 2006, on s'en souvient, le Parlement Mhm. espagnol avait adopté un nouveau statut qui renforçait l'autonomie de la Catalogne et Tout à dont fait, le tout à fait. préambule définissait la Catalogne comme nation à l'intérieur même de l'État espagnol, ce qui a permis à la Catalogne de Ouais. disposer d'un parlement, d'un gouvernement, d'une police, les Mossos. Mhm. Est-ce que Mhm. finalement Mhm. l'Espagne n'a pas trop donné à la Catalogne et on fait face aujourd'hui à une suite logique finalement? Alors c'est vrai que ce statut de 2006, adopté par référendum en Catalogne, et puis ensuite voté par le Parlement de Madrid, et puis ensuite rejeté par les juges du tribunal constitutionnel, dans un contexte un petit peu opaque pour certains. On dit que ce conseil était aux mains du PP. Il y avait quatre sièges qui n'avaient pas été renouvelés. Bref, ce n'étaient pas des conditions idéales pour ensuite arguer du parfait fonctionnement des institutions. Il a joué. Cela dit, comme vous le dites, on a beaucoup donné à la Catalogne. Les Catalans, les journaux ont publié les chiffres ces derniers jours, les historiens ont enquêté, ils ont voté, pardon, 38 fois en 40 ans. Les partis indépendantistes, pardon, les partis autonomistes aussi, ont été les arbitres à Madrid. Le gouvernement, le principal parti de la droite catalane, il a négocié chèrement son appui au gouvernement de gauche et de droite. Et comme vous venez de le rappeler, la droite, elle a fait des cadeaux aussi aux autonomistes catalans. Donc il n'y avait pas de majorité parfois à Madrid sans l'appui des Catalans. Donc trop donné non, l'histoire de l'Espagne, elle est différente. En 1978, vous parliez du retour à la démocratie. En 1978, une nouvelle constitution avait été adoptée. On fait beaucoup de procès du régime de 1978 aujourd'hui en Espagne, c'est un peu à la mode. C'est la gauche de la gauche, celle qui n'avait pas participé à cette transition, celle qui était vraiment à gauche du Parti communiste, puisque Mhm. les communistes, ils avaient négocié avec les héritiers du franquisme. Ils se sont sentis un petit peu exclus, donc ils essaient à travers Podemos notamment, de reprendre un petit peu le dessus, là, en appelant des processus constituants notamment. On se Depuis 1978, donc il y a la généralité de Catalogne, la Generalitat, ces institutions régionales, qui était héritée de la deuxième République espagnole de 1934, avait quand même, voilà, avait retrouvé toute sa force. Bon, l'histoire de l'Espagne n'est pas celle de la France. Hein. L'unité a toujours été contrariée par un pouvoir politique faible, par un retard économique, par la guerre civile, bien sûr, espagnole. L'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, pas à la Deuxième. Ça montre un petit peu l'originalité de son histoire. Voilà, on Oui. est dans un pays qui a beaucoup de
problème avec son unité et aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays européens où il y a un problème avec l'unité, il y a un roi qui est là, qui peut essayer de jouer son rôle, mais il s'y est mal pris là, ça a un petit peu mal commencé. Oui, mais alors, Il y a tout de ouais, même, je vous laisse. si la Catalogne aujourd'hui a sa propre Oui, police, son propre gouvernement, l'Andalousie par exemple, ou d'autres régions espagnoles n'ont pas cette autonomie que la ouais, Catalogne ouais. a. Encore que, il y a une petite anecdote qui est assez intéressante, Oui, c'est que l'Andalousie, finalement, effectivement, comme vous le dites, elle a pas cette autonomie comparable à celle du Pays Basque ou de la Catalogne. Le Pays Basque et la Catalogne sont bien sûr les deux régions les plus autonomes d'Espagne. On avait quand même on avait un petit peu joué avec la loi, la constitution espagnole. C'est pourquoi je vous disais que on peut pas passer son temps à se cacher un petit peu derrière les juges. On avait donné un statut d'autonomie à la Catalogne, pardon, à l'Andalousie finalement, quand bien même le oui au référendum qui devait euh, valider ce passage à l'autonomie n'a pas dépassé les 40% dans toutes dans toutes les circonscriptions électorales reconnues par la loi à l'époque. Donc et puis on avait fait comme si tout le monde dans toutes un peu comme dans tous les départements, comme c'était un peu comme dans tous les départements chez nous, pardon, avait voté oui. Donc d'accord. certains disent voilà, si on veut discuter, on peut s'arranger. Alors Christophe Barré, Mhm. pour revenir à ce Oui. référendum de dimanche et avec votre œil bien aguerri d'historien, considérez-vous ce référendum comme légal? Non, il est illégal. Alors c'est vrai que les juristes le rappellent. Il n'y a pas de, on est esclave des lois pour être libre. C'est-à-dire que il y a toujours des règles à respecter en démocratie. Le plébiscite permanent, c'est pas la démocratie. Et même, par exemple, à la gauche de la gauche, il y a des débats sur ce sujet. Moi, qui étudie Podemos, voilà, il y a des gens dans Podemos qui vont dire que il peut y avoir une dérive à toujours vouloir retourner devant les électeurs. Donc, formellement, ce référendum n'est pas légal. Les indépendantistes vous diront il l'est, puisqu'il y a une loi qui a été votée. Mais ce qui est tout de même un petit peu gênant, là, c'est que même les indépendantistes, finalement, ils n'ont pas respecté les règles qu'ils s'étaient eux-mêmes fixées pour mettre en route ce référendum. On n'a pas su exactement comment les électorales ont été composées. Et puis, on ne sait pas qui a recompté les bulletins. Et puis, surtout, et le plus grave, c'est que le jour où le 6 septembre, la loi de déconnexion a été votée. Ce processus vers l'indépendance, il a connu deux étapes. Le vote par le Parlement du fait qu'il y aurait un référendum, et puis ensuite le vote d'une loi qui dit si le référendum donne le oui gagnant, oui à l'indépendance, dans les 2 jours, on proclamera l'indépendance. Eh bien, le jour où cette deuxième loi a été votée, on n'a pas laissé s'exprimer l'opposition. Donc, c'est une curieuse démocratie dont la Catalogne sera en train d'accoucher là. Oui, et alors en même temps, donc pour contrecarrer le scrutin de dimanche dernier, Madrid a employé la manière forte. La police a reçu l'ordre de saisir toutes Ouais, les urnes, ouais. tous les bulletins et de prendre contrôle de tous les bureaux de vote. Des images qui ont choqué la plupart des Catalans qui sont Ouais. descendus dans la rue lundi. Est-ce que Madrid ne s'est pas finalement grillé avec tout cela? Un petit peu sur le plan de la communication, ce qui est quand même l'autre événement qui s'est produit cette semaine, c'est finalement le profil bas du Parlement européen ou des institutions européennes. Donc, si la Catalogne a joué à gagner sur le terrain médiatique, elle a encore perdu, j'allais dire, une fois de plus sur le terrain diplomatique. Et Elle alors, pensait à avoir droit finalement à des médiations ou en suscitant comme ça l'indignation générale. Elle n'y est pas parvenue. Donc, pas grillée auprès de l'opinion, mais pas auprès des États. Et en politique, vous savez, voilà, c'est entre États qu'on traite. Et alors finalement mardi lors de la grande grève générale en Catalogne, Hum, est-ce hum, que les personnes qui sont descendues dans la rue et qui ont fait la grève, ces personnes-là hum. manifestaient-elles pour l'indépendance ou plutôt contre le régime de Madrid? Moi, je connais beaucoup de gens à Barcelone, effectivement, qui manifestent pour le droit
a décidé, comme on dit à Podemos. Je regardais encore, je recevais la photographie d'une amie ce soir qui montrait, voilà, quelqu'un avec un drapeau catalan, à côté de quelqu'un qui portait un drapeau espagnol, et puis un troisième portant une pancarte disant, moi je suis contre l'indépendance, mais je suis contre le fait qu'on interdise à mon voisin de s'exprimer. Bon, ça c'est la mobilisation de la base, si vous voulez. C'est le rêve de petit peu de Podemos, de la société horizontale. Mais quand on est dans un pays de plusieurs millions de personnes, bien sûr, il faut des institutions, il faut de la médiation. C'est toute la question de la médiation en politique qui est posée aujourd'hui à laquelle chacun pense trouver une réponse à sa manière ou essaie de trouver une réponse. Le Parti populaire en se cachant derrière les juges, Podemos en disant il faut laisser le droit de vote même si on ne veut pas que l'Espagne perde la Catalogne, les socialistes en disant il faut une fédération. On va voir. Il y a un médiateur en titre en Espagne, c'est le roi constitutionnel, on verra. Alors vous l'évoquiez effectivement. Comme dans toutes les monarchies, voilà, oui. Vous l'évoquiez effectivement, le roi Felipe VI, confronté à la plus grave crise politique depuis son arrivée il y a maintenant 3 ans, en 2014. Il s'était déjà exprimé début septembre, se disant convaincu que la Constitution prévaudra sur toute rupture de la coexistence démocratique. Mardi soir, le ton avait changé puisque pour le roi Felipe, le comportement irresponsable des leaders catalans peut mettre en péril la stabilité économique de l'Espagne, en ajoutant que les dirigeants catalans se sont mis en marge du droit et de la démocratie. Oui, son discours, il a plu, en fait, il était fait pour plaire à la majorité des Espagnols qui ne vivent pas en Catalogne. En Catalogne, c'était reçu quand même un petit peu comme le discours d'un pompier pyromane, qui est quelqu'un qui est donc là pour jouer un petit peu une fonction arbitrale. Là où il y a encore des rois en Europe, c'est là où il y a des difficultés avec l'unité nationale. Hein. C'est la Belgique, c'est le Royaume-Uni, où ils sont censés apaiser, avoir une fonction apaisante dans le jeu politique. Là, il a fait ce que fait tout roi constitutionnel aujourd'hui, qui n'a pas de pouvoir politique au quotidien, il n'a qu'une fonction symbolique. Il s'est laissé un petit peu dicter, je pense, son discours par le Premier ministre. Bon, peut-être essaiera-t-il de rectifier le tir, parce que quand même, moi j'étais très surpris d'entendre Puigdemont appeler avec insistance à cette médiation royale. Donc le discours, il était un petit peu, il était à usage, national espagnol et pas trop catalan. Il faudrait peut-être maintenant rectifier le tir. Et alors justement, le fait que ce soit Felipe VI qui soit intervenu à la place de Mariano Rajoy, vous pensez effectivement que c'est Mariano Rajoy qui était derrière tout cela et qui a demandé lui-même au roi d'aller se présenter aux Espagnols parce que la situation en devenait très grave? Bah, ça, il ne s'est pas présenté, il ne serait pas présenté s'il ne l'avait pas voulu. Mais statutairement, les discours, tous les discours du roi sont relus par le Premier ministre, ils sont validés par le Conseil des ministres, sauf le discours de Noël où le roi est un petit peu plus libre de faire ce qu'il souhaite. Là, il y a des appels du pied des uns et des autres. On prévoit il y a un appel qui commence à circuler sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour une manifestation avec des drapeaux blancs justement, enfin, symbole de la paix, samedi. On va voir ce que vont donner tous les mélanges de tous ces symboles, symboles d'unité, symboles de paix. Ce qui compte, c'est que les Espagnols ne perdent pas confiance dans leurs institutions et que finalement on finisse par s'asseoir pour négocier. Le PP pense que c'est par la manière forte. Il est quand même soutenu par le Parti socialiste dans ce combat pour la légalité. Ce qui, moi, me laisse à penser quand même que Rajoy est plus fort que jamais. Il n'est pas prêt de dégager comme le voudraient certains, comme le voudraient même certains socialistes et bien sûr la gauche de la gauche. Mais parce que la question de l'unité de l'Espagne, ça rassemble encore donc les deux principaux partis politiques espagnols, les deux plus importants, les plus représentés au Parlement, donc le Parti populaire à droite et puis le Parti socialiste à gauche. Alors en matière d'entreprise, d'économie, ce jeudi, Banco Sabadell, qui est quand même la 5e banque espagnole, 2e banque catalane, dont le siège se trouve
à Barcelone, a tenu un conseil d'administration d'urgence pour aborder la question d'un déménagement hors de Catalogne et le conseil a décidé de délocaliser le siège à Alicante, station balnéaire au sud de Valence, à 500 km de Barcelone. Dans le même temps, ce jeudi soir, l'agence de notation financière S&P Global Ratings a placé la note de la Catalogne sous surveillance négative. La Catalogne peut-elle être un État viable économiquement? Alors là, les économistes sont très divisés. Vous suivez des débats à la télévision espagnole. Vous ne trouvez plus vos petits. Si l'indépendance était effectivement la Catalogne a les reins assez solides pour constituer un petit État. Les Catalans indépendantistes vous disent, mais nous, on est un petit pays riche d'Europe. Faut pas oublier cette dimension-là aussi, hein, dans l'envie de quitter l'Espagne aussi. Quand même, c'est un nord du sud, disent certains géographes en Espagne. C'est la partie riche un petit peu de l'Espagne qui veut quitter le reste. C'est pour ça aussi que les tensions montent. Donc, dans l'absolu, c'est une économie viable. Il pourrait y avoir un petit excédent budgétaire, même de 3%, on dit, si ça se faisait. Mais c'est comme dans un divorce entre deux personnes, hein. Il y a le divorce à l'amiable et puis il y a le divorce qui se passe mal. Dans le divorce qui se passe mal, il faut compter les petites cuillères, faut faire ses comptes. Là, si la Catalogne s'en va, bien sûr, elle quitte la zone euro. Des entreprises, vous l'avez dit, espagnoles ou catalanes vont vouloir repasser et repasseront la frontière. Il n'y aura pas tous les marchés publics dont ont bénéficié aussi les entreprises catalanes pour installer des usines en Andalousie, par exemple. Donc, on ne sait pas ce qui se passera. En tout cas, et c'est surtout, ce sera un grand facteur d'instabilité. Ça plaide en la faveur de l'unité, ça, l'incertitude économique. Et du reste, la population ne s'y trompe pas. C'est dans la partie la plus modeste de la population qu'on trouve les pourcentages d'adhésion au référendum les plus faibles. Ah oui. Ce nationalisme catalan, il fonctionne dans les classes moyennes catalanes, pas dans toutes les classes, pas dans les classes populaires, hein, pas dans les sondages. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant Mhm. effectivement à étudier comparé à d'autres pays européens. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, c'était l'équivalent un petit peu de l'Italie du Nord par rapport à l'Italie du Sud, à la Flandre par rapport à la Wallonie. Voilà, les relations entre Barcelone et Madrid, c'est l'équivalent des relations entre Milan et Rome ou Milan et Naples. Voilà, Hmm. beaucoup de mépris, beaucoup d'incompréhension aussi, les uns accusant les autres de ne pas être compris comme il le faudrait, apprécié à sa juste valeur. On est à une à un croisement, pardon, des chemins. Cela dit, n'oublions pas que les indépendantistes, bon, s'ils sont majoritaires au Parlement catalan, ils sont encore minoritaires en voix. Mais euh, cette, ce qui rend pessimiste, c'est que même s'il y avait un référendum, bon, ce serait quand même encore une moitié de la population catalane qui aurait vaincu l'autre moitié. Et c'est ça un petit peu le plus triste pour ceux qui aiment l'Espagne et pour ceux qui en Catalogne se sentent une identité un petit peu diverse avec des racines en provenance de toute la péninsule. Enfin, Christophe Barré, abordons la Oui. question de Mhm. l'Europe. Si la Catalogne venait Oui. à être indépendante, quel statut aurait-elle pour l'Europe? Deviendrait-elle un pays qui devrait passer tous les contrôles pour intégrer l'Union européenne? Serait-elle intégrée dès à présent? Quid également de la monnaie? Beaucoup d'incertitudes et très peu de réactions de la part de nos dirigeants européens. Ouais, ouais. La question avait été posée donc aux institutions européennes il y a quelques mois. Il a été répondu que si un territoire fait scission de l'Union européenne, il cesse d'être donc dans cet État membre et il doit redemander une adhésion à l'Union européenne. Et toutes les adhésions, bien sûr, ne peuvent se faire qu'avec l'unanimité des États. Donc on voit mal, bien sûr, l'Espagne acceptant l'entrée d'une Catalogne dans l'Union européenne. Pour bien le montrer, et pour bien s'en convaincre, il suffit de se rappeler que l'Espagne n'a toujours pas reconnu, par exemple, le Kosovo, qui est ce petit État qui est né à la suite des guerres de Yougoslavie, parce que ça savait très bien, et ça c'est les socialistes comme la droite, que un précédent comme ça, reconnaître un pays qui soit né d'un autre, qui fait scission d'un autre, n'est pas, et ce serait, pardon, un grave précédent.
Alors, faut dire qu'au moins, on critique beaucoup Madrid, l'envoi de la police. On va voir ce que vont être la notation, ce que va être la notation aujourd'hui de l'Espagne par des ONG comme Human Rights Watch. Il faut savoir que pour cette ONG, l'Espagne avait une meilleure note que la France, hein, en termes de respect des droits civiques. On va voir si ça change ou pas. Ça, peut-être que ça pourra conduire les institutions à moduler leurs avis, mais c'est fort peu probable, pardon. Parce que tout de même, c'est vrai, l'Espagne est une démocratie, c'est un État de droit, quoi que l'on dise. Et alors justement, vos prédictions, que va-t-il se passer selon vous dans les prochains jours, prochaines semaines, Christophe Barré? On ne sait pas. Est-ce que l'histoire est en marche? Est-ce qu'un peuple est en train est-ce qu'un peuple a rendez-vous avec lui-même? On ne le sait pas. On doit rester, bien sûr, observer la plus stricte neutralité comme Français. En tout cas, que les indépendantistes catalans ne lorgnent pas sur le Roussillon. Parce qu'il y a certaines velléités, hein, pour la Oui, Catalogne. Elle déborde de ses frontières régionales actuelles, hein. Certains veulent y mettre les Baléares, la région de Valence. Donc, effectivement, comme disait le président Pompidou, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Mais donc, on va rester attentif et surtout, bon, donner la main peut-être pour une médiation s'il le faut. Mais depuis 40 ans, les Espagnols sont toujours très bien débrouillés entre eux pour assurer leur propre médiation. Il faut simplement des hommes politiques qui soient à la hauteur de ceux qui ont fait la transition à la démocratie. Il y a bien des communistes qui ont discuté avec des franquistes pour faire la paix en 75, après la mort de Franco, pour faire revenir le Parti communiste. Il va quand même bien se trouver quelques indépendantistes et quelques unionistes pour faire oui. le travail cette fois-ci. Intéressant, très intéressant et passionnant. Merci beaucoup Christophe Barré. On aurait bien évidemment eu des tas d'autres questions à vous poser sur l'Espagne en général. On espère en tout cas vous retrouver très bientôt dans C'est l'Info. Entendu.